Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Amani Santé, un nouveau numéro de Amani Santé de ces jours. Moi, je suis Charme Katembo, je crois que vous me connaissez très bien. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons différents médecins de la province et d'ailleurs, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un homme bien. Il parle bien, il s'y connaît dans la matière. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet vraiment très intéressant. Je crois que ça va encore vous faire plaisir. Notre sujet du jour, c'est l'intérêt des examens prénuptiaux préconventionnels. Donc, je crois que moi, je ne suis pas douée, je ne suis pas censée à expliquer, à donner beaucoup d'explications, mais lui, tellement qu'il te connaît bien, il maîtrise très bien la matière. Je vais déjà lui donner la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Charme Katembo. Voilà, Vraiment, merci. je suis content et je vous remercie du fait que vous nous avez quand même répondu, vous nous avez quand même invité et on a répondu favorablement. Voilà. Nous sommes vraiment prêts à donner le peu de savoir que nous avons dans le cadre de l'éducation sanitaire. Voilà. 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 Merci beaucoup. Voilà, je crois que vous avez déjà vu notre sujet, l'intérêt des examens prénuptiaux et préconventionnels, vous avez compris. Monsieur, lui, c'est monsieur, il est laborantin, lui, c'est Mchimba Marco, c'est bien ça? Voilà. Il est laborantin donc, je ne saurais pas citer quand même. Dans plusieurs cliniques, voilà. Ok, plusieurs cliniques, c'est mieux, oui. Voilà, il va nous parler de l'importance des examens prénuptiaux. Donc, l'intérêt des examens prénuptiaux. C'est quoi les examens prénuptiaux? Vous posez des questions, mais lui, il va nous répondre tout à l'heure. Voilà, monsieur Marc. Déjà, je vous donne la parole. On peut d'abord savoir c'est quoi les examens prénuptiaux. Okay. Merci beaucoup, ça c'est une très belle question. Avant que je puisse directement aller à la réponse, j'aimerais faire un pas en arrière. Ok. On parle des fois des examens prénuptiaux. La plupart des gens sont informés et ils le savent. C'est quoi un examen? Nous sommes tous appelés à avoir une famille. Nous sommes tous appelés... Bon, il y a certaines personnes qui n'en veulent pas. Mais quand même, si on a au moins le temps de penser à une femme, la suite, c'est avoir les enfants. Ok. Alors, je n'ai jamais vu dans une famille où les parents n'aiment pas voir leurs enfants en bonne santé. Et dans la famille où les enfants sont tout le temps malades, c'est une famille qui n'est pas vraiment équilibrée. Ok. Voilà. Tout ça, ce sont des fautes. Bon, je ne peux pas dire fautes, mais c'est la connaissance qui manque dans certaines personnes. C'est ce qui a tiqué, ce qui m'a tiqué moi personnellement. Je suis jeune. D'ailleurs, en passant, je tiens à féliciter maman Fifi parce qu'aujourd'hui, si on essaie de donner cette éducation, c'est grâce à elle. Et on va quand même essayer de donner les peu. Voilà. Okay. Donc, les examens prénuptiaux dans les temps, bon, pas dans les temps même actuellement, ce sont des examens qui préconisent la bonne santé dans la vie future, donc dans deux générations. Voyez. Étant père de famille, étant garçon, jeune homme que je suis, je dois me connaître, je dois connaître mon état sérologique. Ok. Voyez. Et aussi, si je fréquente quelqu'un, je dois aussi connaître son état sérologique. Voilà. Et c'est en faisant ces analyses qui nous poussent directement à entrer dans des examens prénuptiaux. Donc, ces procédures-là de connaître l'état sérologique de tout un chacun avant de s'unir, donc avant de faire le mariage, c'est ça qu'on appelle les analyses prénuptiaux. Voilà. Dans le sujet, il y a les deux termes, il y a les examens prénuptiaux et aussi les tests préconceptionnels. Donc, préconceptionnels. Voilà. Donc ça va beaucoup plus cadrer avec les femmes qui sont prêtes à concevoir. Voilà. Quels sont les risques, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, comment est-ce qu'il faut pallier à cela. Donc je crois qu'on va y arriver aussi. Voilà, je crois que vous avez compris, il vient de nous expliquer c'est quoi les examens prénuptiaux. Il vient tout à l'heure de le dire qu'avant de vous engager, avant de prendre votre partenaire, avant d'avoir des enfants, il faut tout d'abord connaître l'état sérologique de votre partenaire. Donc, tu veux t'engager, tonton, dada, tu veux changer d'identité. Tu vas te dire que bon, Miléo, je refuse d'être célibataire, je vais à moi avoir une famille. Fonder une famille, oui, c'est bien beau, oui. Mais est-ce que tu connais l'état sérologique de ton partenaire?
est-ce que tu connais? Mais je crois que dans l'émission d'aujourd'hui, on va devoir découvrir, on va comprendre. Là où il y avait des failles, on va analyser, on va parler, on va discuter et vous aurez juste la réponse. Il y a un numéro affiché juste en bas de votre écran. Le numéro est affiché juste en bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à déposer vos questions, n'hésitez pas d'appeler et on va vous donner beaucoup de détails. Voilà, Monsieur Marc, je reviens encore vers vous. Vous venez à peine de nous dire qu'avant de s'engager, avant de signer à quelqu'un, à notre partenaire, on doit nécessairement faire ces analyses. Est-ce que, ici chez nous d'abord à Kolwezi, je prends en RDC, est-ce que ces examens sont vraiment respectés et obligés? Dans les temps, merci, c'est aussi une très belle question. Dans les temps, ces examens-là étaient obligatoires au niveau de la commune. Donc, avant que les gens puissent s'engager, puissent faire leur mariage, on demandait les documents, donc les certificats prénuptiaux. Mais actuellement, ce n'est plus vraiment obligatoire. Avant que je puisse continuer, j'aimerais donner une petite histoire là. Ok. Permettez. Une fois, j'étais à la maison avec une voisine là. La voisine avait sa jeune fille de 18 ans. La maman donnait des conseils. Toi, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais tellement que la fille n'avait plus le temps d'écouter les parents. Vous voyez, à cet âge-là, la plupart des filles deviennent têtues. Mais cette fille écoutait son petit ami. Tout ça, c'est pour donner un conseil aux jeunes gens. Les gens qui se fréquentent déjà, donc qu'ils s'aiment, sans pour autant que ça soit officiel. Donc ces sujets aussi les intéressent. Ok. Donc ça intéresse beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement les gens qui veulent nécessairement s'engager dans le mariage. Parce qu'il y a des cas de grossesse indésirables. Ok. Voilà. Donc l'histoire là, ça va, je raconte une histoire, c'est en rapport avec un petit problème là de grossesse. Tellement que la maman n'était pas chaude quand elle donnait de conseils à sa fille. Mais la fille était amoureuse d'un petit monsieur là. Vous voyez, à l'âge de 18 ans, et l'autre monsieur là avait à peu près 19-20 ans. Sans pour autant connaître leur état, l'homme avait mis enceinte cette jeune fille. Et enfin, la maman a dit à la fille, voilà, je te conseillais de ne pas faire ça. Mais la maman n'était pas ouverte. Elle lui disait, non, avec les hommes, vous voyez, par moment, vous les mamans qui nous suivent, c'est mieux de commencer à dire la vérité à nos enfants. Donc vous dites carrément la vérité. Non, là-bas, si vous faites ça, il y aura ça, après ça, il y aura ça, et tu vas faire ça. Maintenant, vous imaginez, la fille était porteuse d'une malformation. Bon, je vais définir tout ça. Et l'homme également. Et quand la fille s'est accouchée, c'était un enfant malade. Okay. Ouais, à l'âge de 18 ans, la fille étudiait et l'homme aussi étudiait. Donc, il n'était pas capable de prendre en charge la fille. Et directement, l'enfant là, dès sa naissance, a commencé à souffrir. Ok. Vous voyez, jusqu'à présent, l'enfant souffre. Alors là, ce sont des charges là qu'on ne peut pas comprendre. Tout ça, c'est par ignorance. Ici à Kolwezi, au lieu d'aller directement en RDC, ce ne sont pas des tests mystérieux. Non, ce sont des petits tests là de rien du tout. Je crois, si vous permettez, je peux citer même des cliniques. Là où on peut faire. Ok. On peut prendre SKK, il le fait. Le test proprement dit qui peut nous pallier à ce genre de problème, c'est l'électrophorèse hémoglobine. Plusieurs personnes le savent. Ok, ok. SKK le fait, il y a, je crois, c'est moi qui le fait. Il y a aussi d'autres tests sérologiques qu'on peut faire. Voilà. Donc quand on parle des examens prénuptiaux, il y a beaucoup de tests qu'on peut faire. Il y a des tests sérologiques, on peut prendre VIH, les tests des IST, il y en a beaucoup. Alors, quand on les ignore, beaucoup de gens ignorent et pensent qu'ici à Kolwezi, il n'y en a pas. Mais ça existe. Il y a dans des structures, c'est question juste de demander et on oriente. Voilà. Ok, Monsieur Marc, moi aussi, je me rappelle d'une histoire. Une fois, on était à la maison, on discutait sur les trucs des partenaires. Okay. Et il y a ma soeur qui disait, bon, moi vraiment, je ne saurais jamais faire ces examens. Parce que je vais tomber comme ça, je suis déjà amoureuse de mon chéri et qu'il est par exemple anémique, qu'il est, oui. Je ne saurais pas les laisser quand même. Donc,
Dans ces cas-là, si une femme ou un homme est déjà tombé amoureux de son partenaire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens? Parce qu'il y a des gens qui nous disent que même si mon mari, même si mon fiancé, il est, je ne vais pas les laisser. Vous, en tant que médecin, en tant que laborantin, vous pouvez dire quoi à ce genre de personnes? Voilà, ça c'est une très belle question. Des gens pareils, nous devons les soumettre à des histoires qu'on a déjà vécues. Vous voyez? Par moment, nous prenons des décisions, c'est quand on ne sait pas les conséquences. Il y a des vidéos qui se passent partout sur YouTube, sur TikTok. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui se passent quand on regarde des enfants qui souffrent. Bon, quand il y a des gens qui s'aiment et se disent que moi, en tout cas, c'est cette femme ou rien. Nous, on donne tellement de conseils. Okay. Par moment, on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Les conseils, oui. Bon, j'ai déjà vu les gens qui ne se sont pas encore engagés, ils s'aiment tellement. Mais quand ils sont dans le couple, il y a des désordres par-ci, par-là. Je vous conseille, vous, les gens des cieux qui aiment beaucoup leur femme. Aimer la femme, c'est aimer aussi sa progéniture. Vous voyez? Et toi aussi, la femme, tu ne peux pas accepter, madame Charma, vous êtes à la maison avec un enfant, chaque jour, il doit prendre le produit. Mais où sera le bonheur? Ne pensez pas seulement sur ce que vous avez maintenant. Donc, une relation, c'est une vie des autres qui vont venir après eux. Moi, j'aime bien sûr ma femme, mais je dois aussi tenir compte de ma progéniture. Ok. Vous voyez, on s'aime bien sûr, mais quel sera l'avenir de nos enfants? Est-ce qu'ils seront toujours aussi heureux comme nous? Nous serons aussi heureux quand nous allons voir les enfants. Vous allez vous aimer, mais à cause de votre amour, les enfants commencent à souffrir chaque jour. Mais là aussi, c'est grave. Nous vous conseillons, bien sûr, c'est mieux d'aimer. Avec le problème, on prend déjà la maladie qui est beaucoup plus fréquente. Ce qui est comme notre centre de notre sujet, c'est la drépanocytose. Ok. Voilà. Ces gens-là existent. Ils sont venus au monde, c'est parce que peut-être leurs parents étaient ignorants et n'ont pas trouvé un endroit où faire des tests. C'est ça, oui. C'est pas dire que j'ai pas dit que c'est mauvais, mais ces gens-là, ils existent. Donc cette émission-là, ce n'est pas pour les frustrer. Il y a aussi un service de prise en charge de ces gens-là. Et ce qu'on leur recommande, c'est de prendre seulement des précautions, de suivre le traitement que leur médecin le préconise et tout. Mais pour les gens-là qui ne se sont pas encore engagés, ces maladies-là, vous devrez savoir. Donc, quand la personne est au monde déjà avec cette malformation des hémoglobines, directement toute sa vie est bousillée. Ok. Donc, vous voyez, vous faites venir quelqu'un au monde et qui commence à souffrir. Et par votre faute, parce que vous vous aimez. C'est ça. Voilà. La drépanocytose en question, je peux essayer de donner quelques détails, quelques points pour que les gens puissent comprendre. Parce que par moment, les gens posent des questions. Miku AS, Miku A, Miku O, Miku B. C'est ce qu'il fallait vraiment dire avant de donner d'abord c'est quoi d'abord la drépanocytose? Voilà. Ouais. La drépanocytose, dans des termes plus simples, c'est une malformation de l'hémoglobine. Ok. Vous voyez? Donc la drépanocytose, c'est une maladie qui est due à une personne qui a les hémoglobines qui sont déformées. Vous voyez, on prend l'hémoglobine, c'est le principal constituant du globule rouge et qui a comme son rôle le transport de l'oxygène. Vous voyez, le corps, c'est une succession de cellules. Donc chaque cellule doit respirer. C'est à cause de l'hémoglobine qui fait partie donc le transport de l'oxygène. Donc c'est l'hémoglobine qui fait transporter l'oxygène dans tous les vaisseaux. Maintenant, chez les drépanocytaires, leur hémoglobine a une malformation. Vous voyez? Cette malformation-là, c'est ce qu'on appelle TAR-S. Au lieu que l'hémoglobine, le globule rouge puisse avoir une forme normale, mais pour eux, c'est mal formé. Maintenant, ça fait comment? Comment est-ce que ça peut arriver à faire de crise? Lorsque ces malformations peuvent naître des vaisseaux, donc ça se transporte dans des vaisseaux, dans des veines, dans des artères. Vous voyez? Lorsque ça se transporte comme ça, étant déformé, ça peut arriver dans des artères qui sont plus petites. Alors ça n'arrive pas à passer. Lorsque ça n'arrive pas à passer, ça crée directement des caillots. Et des caillots là, vu qu'au niveau des articulations, il y a de petites veines, de petites artères,
ça ne va pas passer. Directement, ça va créer des douleurs terribles. Ça, ce sont des crises que les gens qui souffrent de cette malformation en pâtissent. Alors, le produit là qu'on leur donne chaque jour, comme l'acide folique, il y a les anticoagulants et autres, on leur donne pour pallier à ce que ces désagréments puissent arriver. Donc, on leur donne dans une mesure préventive. Donc, au lieu que ça arrive, on lui donne déjà ce produit. Au moment où il y aura des coagulations, le produit là, les anti-agrégats là, ça va essayer de dissoudre directement. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, on donne le produit, ça va commencer à dissoudre. C'est pourquoi ces produits-là sont pris au quotidien, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la crise va subvenir. Par moment aussi, quand il fait froid, vous voyez avec de veines, je pense... Elle ne supporte pas, oui. Voilà, il ne supporte pas parce que quand il fait froid, le veine s'atrophie, ça devient plus petit. La circulation sera plus difficile. Alors, au moment où leur globule rouge n'a pas une forme normale, directement, ça devient un problème. Ouais, donc, il y a des conseils qu'on donne comme ça aux gens qui en souffrent, pourvu qu'ils puissent aussi quand même vivre beaucoup plus longtemps. Et Monsieur Marc, comment est-ce qu'on reconnaît un bébé drépanocytaire? Il y a plusieurs tests. Déjà, comme je vous parle du test d'électrophoreuse. Non, par exemple, un bébé qui vient fraîchement de naître. Ok. Il y a des examens qu'on peut voir macroscopiquement. Vous voyez, son état physique. On peut voir la coloration peut-être de ses yeux. On peut voir en tant que nourrisson. Oui, oui, on peut tout voir déjà en tant que nourrisson. Ça, ce sont des tests qui peuvent nous orienter à approfondir. Donc, quand on regarde comme ça déjà un enfant, on peut se dire, non, voilà, avec cet enfant. Vous voyez déjà un enfant qui vient de naître directement avec un problème d'anémie. Un enfant qui vient de naître directement avec des problèmes de courbatures. L'enfant, à tout moment, toujours, hein, il est en train de faire des histoires comme si il a mal quelque part, vous ne savez pas quand même ausculter cette douleur quelque part. Donc déjà, dès la naissance de l'enfant, on essaie de doser l'hémoglobine. On voit l'hémoglobine déjà, il n'est pas vraiment normal chez les enfants. Parce que les nouveau-nés, dès le départ, quand ils naissent, l'hémoglobine est toujours très élevée. Mais vous voyez déjà un enfant, dès sa naissance, vous voyez son hémoglobine qui n'est pas vraiment comme pour les autres enfants. Déjà là, ce sont des signes qui nous poussent vraiment à confirmer avec les analyses. Donc déjà, on ne peut pas confirmer comme ça en regardant l'enfant, mais on peut avoir les orientations. Voilà, je ne sais pas si avec la complicité de Garciel Kiapi, il peut nous balancer une vidéo pour voir des enfants drépanocytaire. Garciel Kiapi, je crois, est-ce que c'est possible? La vidéo, on peut avoir. Voilà, on évolue et il va nous balancer la vidéo, je crois, après. Je voulais aussi savoir, est-ce que si par exemple le papa, son état sérologique, le papa il est B et la maman A+, ils ont la possibilité d'avoir un enfant anémie? Alors c'est là, normalement, j'allais expliquer ce point-là. Je voulais dire ceci, à ne pas confondre quand on parle des groupes sanguins et quand on parle de la drépanocytose. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Le groupe sanguin, c'est la nature, on peut prendre comme la nature de... bon, je vais y arriver. Quand chacun, tout un chacun a son groupe. Son groupe sanguin, oui. Vous pouvez être B+, moi je suis O+, et l'autre peut avoir son groupe. Donc il y a un groupe sanguin et il y a aussi les rhésus. Donc ça, c'est à ne pas confondre avec la drépanocytose. Le groupe sanguin, donc on connaît directement le groupe de quelqu'un. Donc c'est une reconnaissance sérologique, on se connaît, lui il est tel, lui il est tel. Mais étant donné que vous avez un sang qui est composé des globules rouges, globules blancs et des plaquettes, le problème de drépanocytose intervient sur le plan forme de vos globules rouges. Donc vous pouvez être A+, mais avec les hémoglobines qui sont déformées, qui sont mal formées. Vous voyez? Donc le groupe sanguin et le problème de drépanocytose, c'est vraiment, ce ne sont pas identiques, c'est différent. Vous voyez, nous avons les anticorps, nous avons les antigènes. À la surface des globules rouges, même si ce n'est pas en bonne forme, à la surface, il y a un antigène.
Cet antigène-là, c'est ça la reconnaissance du groupe. Vous voyez? Ok. Donc, on peut dire que le groupe sanguin, peut-être chez vous, vous êtes A+, moi aussi je suis A+, mais moi je suis porteur de la maladie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que mes globules rouges, bien sûr, ils ont un antigène O, étant donné, non, ils n'ont pas d'antigène, étant donné que moi je suis O, mais ils n'ont pas la bonne forme. Et c'est maintenant la quantité de ces globules rouges qui sont mal formés, qui sont dépourvus de la forme normale, c'est qui traduit la tare S. Ok. Vous comprenez? Donc, à ne pas confondre. Mais le grand problème aussi entre le groupe sanguin, quand on veut faire allusion à un test prénuptial, donc ça aussi, ça intervient. Là, c'est sur le plan des résus. On peut avoir quelqu'un qui a un résus positif et l'autre un résus négatif. Mais non, par moment, il y a incompatibilité dans plusieurs des cas. Mais ça, c'est un petit problème qu'on peut résoudre au niveau de l'hôpital. Vous voyez un peu. Maintenant, revenons maintenant à la question que je vous ai posée il y a peu. Par rapport à moi, je suis A+, comment est-ce qu'on peut avoir un enfant AS? Donc, si je comprends bien mes explications, vous ne les avez pas saisies. Là, vous avez donné la différence entre les groupes sanguins. Oui. Ok. Oui. Je donne d'abord qu'il y a trois types d'anémie. Il y a le AA. Le AA, ce sont des personnes normales plutôt. C'est-à-dire que eux, leurs globules rouges ont une forme normale à 100%. Il y a le AC. Et dans d'autres manuels, vous allez voir qu'on a déjà écrit AS. Ok, c'est ça, AC. Voilà. Ces gens-là ont la probabilité d'être en bon état et en mauvais état. Parce qu'ils sont porteurs de la tare S. Et troisièmement, il y a les SS. Les SS, ce sont les personnes qui sont vraiment malades. Voyez. Je comprends la question, c'est parce qu'il y a le A. Là, c'est autre chose. C'est à ne pas confondre avec le A du groupe sanguin. Vous comprenez? Donc, le A, B, A+, A truc, ce n'est pas la même chose de A qu'on parle lorsque nous parlons de tests de drépanocytose. Ouais. Le B là-bas que vous parlez, il peut être un B, mais sur le plan de la drépanocytose, il est AA. Il peut être le B, mais avec la tare AS. Il peut être B, mais avec la tare SS. Donc le AA, AS, AB, ce n'est pas comparable au groupage sanguin. Vous voyez, c'est dans ce sens. Là, c'est juste la classification des anomalies. Donc, on parle de A, B+, les plus là-bas, c'est les résus, B, c'est le groupe. A, négatif, A+. Les plus là-bas et les moins, c'est la présence du résus ou l'absence. Donc, ça, c'est à ne pas confondre avec le problème de la drépanocytose. Je crois, prochainement, on va essayer de décortiquer point par point. On prend les groupages sanguins. On essaie d'expliquer comment est-ce que c'est structuré au niveau des globules rouges. Et voilà. Parce que beaucoup de gens se trompent trop sur ça. Oui, je crois qu'on peut y revenir vraiment si vous permettez. Là, on peut commencer à expliquer c'est quoi d'abord le groupage sanguin. Pour ça, les gens vont comprendre et ne pas confondre avec le problème de la drépanocytose. Et c'est combien de temps une personne drépanocytaire peut vivre sur la Terre? En tout cas, ça dépend du suivi. Une personne drépanocytaire peut vivre pendant beaucoup de temps. Et avoir aussi des enfants? Possible, mais c'est vraiment interdit aux femmes qui portent cette malformation SS de concevoir. Vous voyez, d'abord, ils ont un problème de sang. Ça, et lors de l'accouchement, peut-être il y a un problème peut-être de saignement et autres. Tu vois, les sangs là que nous cherchons, tu saignes, on peut te perdre facilement. Et tu peux voir la souffrance que tu endures. Mais tu veux encore mettre au monde quelqu'un qui peut aussi peut-être prendre tes tares là, S. Donc là, c'est ajouter la souffrance sur la souffrance. Donc vous pouvez perdre les gens comme ça. Des fois, quand la personne est enceinte, on voit déjà, on donne directement des produits là pour stimuler. Parce que déjà, lors de
de la grossesse, la femme perd deux fois le sang. Alors quand on est encore porteur de la maladie, donc on aura beaucoup plus de sang. On a besoin vraiment beaucoup plus de sang. Et lors de l'accouchement, peut-être le peu de sang que vous avez va encore partir. Oui. Et on va dire que non, c'est Sangaji qui a tué, et Muyomba et tout ça. Ces gens-là, on ne les conseille pas vraiment de concevoir. Mais si les gens sont ordonnés, les gens qui vivent avec cette maladie sont ordonnés, ils peuvent vivre le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'ils doivent nécessairement commencer à voir leur médecin. Et même s'il s'agit de quelque chose, là, maux de tête, maux de ventre, des douleurs, directement avec leur médecin en contact réel, ces gens-là vont vivre. Et si à la naissance, on n'a pas détecté qu'une personne que la personne est drépanocytaire, est-ce qu'en grandissant, il y a des signes qui nous montrent qu'une personne est drépanocytaire? Oui, oui, il y a deux signes. D'abord, ce qui caractérise beaucoup plus le DREPA, c'est l'anémie. Ok. Voilà. Vous ne pouvez pas quand même voir quelqu'un comme moi, on me transfuse le sang. Régulièrement, oui, régulièrement. Que je puisse avoir une maladie grave et aussi chronique. Là, déjà, on peut voir. Mais si sur le plan clinique, il y a des médecins qui voient déjà, on demande, on a déjà transfusé cet enfant, oui, 2 ou 3 fois. Déjà, là, c'est l'alarme. Mais comment est-ce qu'il entre très souvent dans l'anémie? Alors, on doit chercher à savoir. Donc, quand il y a plusieurs cas d'anémie chez une même personne pendant beaucoup de temps, peut-être au cours de 3 mois. Parce que déjà, quand nous prenons 3 mois, peut-être c'est déjà un temps favorable. Au cours de 3 mois, il y a une personne qui souffre d'un problème d'anémie. 3 mois après, la même personne revient. Déjà, ça peut nous tiquer. Déjà, on peut aller avec les tests approfondis. Ça peut être un cas de notre anémie, tout comme c'est un cas de drépanocytose. Mais deux fois, avec la drépanocytose, ce qui caractérise beaucoup plus ces gens-là, c'est l'anémie. Déjà dès la naissance, avec des problèmes. Et sa morphologie peut aussi nous tiquer? Oui, ça peut aussi nous tiquer. Les gens drépanocytaires, des fois, leur ventre est toujours gonflé. Vous allez voir, c'est un peu gonflé. Leur coloration d'yeux, c'est jaunâtre. Et leur faciès, déjà, vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui est malade. Donc déjà, on peut voir. Voyez. Et des fois, quand il y a des crises, c'est toujours des douleurs au niveau des articulations. Ce sont des douleurs, ce n'est pas des petites douleurs là. Ce sont des douleurs, vous allez voir, vous aurez même pitié de quelqu'un. J'ai des douleurs partout, vous voyez. Donc, en voyant la personne comme ça, avec les plaintes, on peut conclure. Et avec les examens approfondis, là, on peut confirmer. Voilà, vous êtes en train de nous suivre là, Monsieur Marc, il est en train de nous expliquer. Il nous donne quelques signes de découvrir une personne vivant avec la DREPA. Ok, une personne vivant avec la DREPA. Donc, vous avez votre enfant à la maison, vous avez votre cousin, cousine, petit frère, petite soeur, qui a les signes qu'il vient à peine de nous expliquer, des yeux un peu jaunâtres, ventre gonflé, des douleurs partout dans le corps. Priez d'amener cet enfant voir un médecin, un bon médecin pour l'examiner et savoir ce qui se passe, parce que c'est pas normal quand on commence à transfuser une personne chaque fois. Après un mois, on doit le transfuser. Après quelques mois, on doit transfuser cette personne. C'est pas aussi normal. Monsieur Marc, je reviens encore vers vous. Une personne vivant avec la DREPA, on peut la transfuser combien de fois le mois? Bon, ça dépend. Ça dépend du suivi. Quand le suivi est bon et quand il prend ses produits régulièrement, ça dépend de son évolution. Donc, il n'y a pas un quota de la transfusion qu'on peut déjà mettre pour cette personne. Mais il y a de ces personnes-là que vous allez voir, tellement qu'il est trop accro à son médecin, vous pouvez même oublier que c'est un DREPA. Parce qu'il est là. À chaque fois, ce qui tue les drépanocytaires, ce sont les maladies opportunistes. Ou sinon, ce n'est pas leur maladie là qui tue, leur malformation qui tue, non. Ce sont des maladies opportunistes. Vous voyez, quand la personne en souffre déjà, peut-être qu'il y a la présence de la malaria, qu'on n'essaie pas de bien traiter, fièvre typhoïde. C'est ce qui trouble maintenant ces gens-là. Alors, c'est mieux chaque 3 mois, même 2 mois, on peut aller à 2 mois, que ces gens-là puissent commencer à aller consulter leur médecin. Comme ça, s'il y a quelque chose, déjà, on traite avant que la personne puisse faire des crises comme ça. Il y a des aliments appropriés pour ce genre de personnes? Bon, les aliments appropriés, il n'y a pas les aliments appropriés, mais on leur conseille seulement de prendre les aliments qui sont riches en fer 3+, pour avoir une bonne production du sang.
Bon, aussi, les gens là, il ne faut pas que les gens puissent être frustrés, soit disant qu'eux ne sont pas vraiment classés parmi. Ils sont humains, comme tout autre humain, mais le grand problème, c'est que leur retard ne leur permet pas de faire plusieurs choses. Ok. Vous voyez. Mais s'ils ont leur suivi, ils peuvent bien étudier. Il y a des travaux qu'ils peuvent aussi faire, et pas de travaux lourds. Vous voyez. Donc, ils peuvent faire toutes choses comme tout autre humain. Le problème, c'est juste avoir le temps de consulter leur médecin régulièrement et prendre aussi en acte ce qu'on leur donne comme conseil. On te dit ne mange pas ça. Par moment, quand les gens laissent le produit et quand ils se sentent vraiment en forme, on vous donne le produit, on dit que ça vous allez prendre 5 fois et 2 fois peut-être le jour. Et au 3e jour, tout ce que vous aviez comme symptômes, ça disparaît. Parti, oui. Directement, vous avez dit, en tout cas, moi je n'ai plus, je vais tout arrêter. Mais avec ces gens-là, il y a un produit qu'on leur donne au quotidien. Donc, ils sont obligés de prendre ça chaque jour. Ok. Pour prévenir à ce qu'il y ait quelque chose. Il y a de ces gens-là, ils peuvent dire, en tout cas, moi, depuis que je prenais ce produit, je suis fatigué, mais d'ailleurs, je me sens en forme. Ça, je peux faire, ça, je peux faire, ça, je peux faire. Là, déjà, ces gens-là, ils veulent se tuer eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris notre sujet. L'intérêt des examens prénuptiaux et préconception, c'est un peu ça. Je voulais savoir, là on a parlé des examens prénuptiaux, on a beaucoup parlé sur ça. Revenons maintenant, c'est quoi d'abord préconception? Préconceptionnel. Voilà. Préconceptionnel, voilà. Vous êtes là, vous êtes une femme au foyer déjà. Je l'ai dit dans mon introduction. Qu'avant de fonder une famille, ça c'est un point qui va beaucoup plus intéresser les gens qui sont habilités à concevoir. Vous voyez, tel que le mot le dit, préconceptionnel. Ok. Ok, vous alors, les femmes, pareil, dès que vous voulez concevoir, vous devez connaître la nature de la personne, de votre progéniture. Je dis que, bon, moi d'abord, je dois d'abord me connaître. Comme on vient de parler du problème là de la drépanocytose, la femme aussi peut peut-être avoir la tare S, déjà lorsqu'elle a déjà conçu. Directement, quand il y a des problèmes pareils, là on ne peut pas seulement se baser sur la drépanocytose. On peut prendre peut-être les infections sexuellement transmissibles, on peut prendre peut-être le cas de VIH et tout. Mais non, les analyses là qui peuvent faire à ce que l'enfant là qui va venir, juste après votre grossesse, comment sera sa santé, que l'enfant là ne puisse pas déjà naître avec du problème là de santé. Pourquoi il y a ces analyses là préconceptionnelles? On se dit, bon, ça c'est l'état de l'homme maintenant et de la femme. Vous savez qu'il y a des infections qui peuvent rendre la femme fertile, stérile. Ok. Vous savez, oui, oui. Voilà. Ça aussi c'est un élément très capital. Donc la femme doit se connaître aussi. La femme doit se connaître. Bon, moi, avec ça, je dois connaître. On peut prendre des problèmes comme l'infection urinaire qui est due au gonorrhéae. Ça peut rendre une femme stérile. Oui. Donc, avant de se donner à ça, moi d'abord, ma femme, avant d'avoir une femme, je dois faire d'abord ce test-là avec elle. Ouais. Okay, vu que vous êtes laborantin vous-même, ça c'est comprendre. Pas seulement ça, parce que je vais aimer aussi avoir les enfants. Bien sûr que c'est Dieu qui les donne, mais Dieu nous a donné une connaissance. Vous connaissez l'apôtre Paul, c'était un médecin. Il y a des histoires qui arrivent dans la vie et les gens disent que non, vous avez déjà entendu? Oui, oui, surtout, oui, oui. Les enfants, chez nous, le noir. Voilà. J'aimerais d'abord que cette émission puisse passer en Swahili prochainement. Je crois que non, vous pouvez parler en Swahili. On dit non, Sangaji Rimu. Mais quand on dit l'exemple que vous m'avez donné avant, Mie bibiangu pakantamo, akwe malaria, akwe mujima pakantambeba. Mais quand nous prenons ce genre de décisions, on ne pense pas, n'est-ce pas, aux enfants. Voilà. On vous dit, la femme doit transmettre peut-être, tel que vous êtes là, vous pouvez avoir des infections dont vous ne souffrez pas. Mais lorsque vous êtes avec l'homme, l'homme le récupère, pour lui ça devient une maladie grave. Vous comprenez? Donc avant que cela n'arrive dans un couple, faites ça. Ce sont des analyses préconceptionnelles. Avant que la femme puisse concevoir, quelles sont les maladies que l'homme ou la femme peut avoir, qui peuvent avoir entré lors de sa grossesse? Oui. C'est ce deuxième point-là. Donc il y a plusieurs points, on peut décortiquer, mais c'est vraiment important d'avoir toujours un médecin à côté de vous qui peut toutefois commencer à vous donner certains conseils.
Des fois, on se dit des histoires, par-ci, par-ça. Mais c'est par manque de notre propre connaissance. Mais nous sommes avertis. Je suis là, je suis jeune. Je ne suis même pas marié. Mais j'ai appris. C'est pas par ignorance Parce que vous avez la passion. Voilà. Donc j'ai appris. Et là, je suis en train de parler à des jeunes. Mais il y a de ces jeunes-là qui nous suivent. Ils vont dire et pourtant, c'est capital. Ce sont des histoires que nous vivons chaque jour. Et puis à la langue, les gens diront que voilà. On te dit, ne fais pas ça. On dit, donc c'est-à-dire que donc il faut que les jeunes, en tout cas les ingénieurs surtout, n'ont pas le temps d'écouter ces histoires. Eux, ils aiment même se dépister. Ils aiment vivre cachés. Moi, je ne veux pas connaître mon état. Il y a d'autres non. Moi, mais ça peut débarquer de nulle part. Au salon de coiffure, peut-être quand on parle du VIH au salon de coiffure, on peut, peut-être à l'hôpital, une personne avait utilisé l'objet tranchant et tout. Donc, vous avez des infections, vous ne connaissez même pas d'où ça vient. Et quels sont les examens à faire avant le mariage? Ah, ok. Voilà. Pour le couple, bien sûr, il y a l'examen d'hépatite. Okay. Il y a la HCV, HBS. Il y a aussi les tests VIH, SIDA, qu'on le fait. Il y a aussi le test de syphilis, ça, ce sont des sérologies. Il y a aussi un test d'orientation, le groupage sanguin d'abord aussi. On doit connaître aussi le groupage sanguin. Prochainement, on va parler du système Rhesus et ABO. On va expliquer le pourquoi c'est vraiment important de faire le test de groupage sanguin. Et il y a aussi le test d'électrophorèse d'hémoglobine. Ça, c'est ce qui nous donne la proportion de savoir, tu es AA, 100%, oui. Tu es AS, mais ta tare S, à combien de pourcents? Vous voyez, tel que vous êtes, si vous êtes AS, moi aussi je suis AS, on peut ressortir quand même la tare S à combien de pourcents au sein de l'organisme. Ouais, ça peut être des tares là qui ne peuvent pas vraiment causer une maladie. Ouais. Tout ça, on le fait dans l'examen là qu'on appelle l'hémoglobine, l'électrophorèse d'hémoglobine. À ne pas confondre avec le test de Mel. Le test de Mel, c'est un test pareil avec l'électrophoreuse, mais ce test de Mel, c'est un examen d'orientation. Ça oriente seulement. Là, vous allez voir les formes seulement microscopiquement. Mais si vous n'arrivez pas à bien détecter, là, on peut vous ressortir maintenant la proportion avec l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc, je crois que ce sont les tests qu'il faut. À ne pas oublier aussi le test de grossesse, on demande de foie chez la femme. Peut-être si la femme avait conçu avant le mariage. Je crois qu'avec ces examens, ces textes, je peux dire, on peut les faire partout dans des hôpitaux là-bas. Oui, on peut le faire partout, mais sauf l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est un test qui est un examen qu'on ne fait pas un peu partout. C'est cher et nous sommes dépourvus de machines, mais moi je suis sûr qu'avec l'évolution des activités, mais je vois Maman Masuka est en train de valoriser l'hôpital Mwangeji. Moi je suis sûr qu'avec le mouvement qu'elle est en train de faire, on aura tout ici. Et vu qu'il y a déjà les gens qui sont motivés, à Mwangeji, je peux citer Dr Edith Younds, les motivés à commencer à faire le test de molécules, vous voyez, la biologie moléculaire. Il y a des appareils déjà là-bas à Mwangeji, on est en train de former, moi-même je suis passé par lui, donc on essaie un peu de motiver certaines personnes pour que tout ne puisse pas commencer à aller seulement sur Kinshasa. Ok, je crois que avec les exploits de Maman Masuka, avec le projet, on aura tout ça là-bas. Et je crois qu'on ne va pas commencer à aller ailleurs quand même. Non, non. Il ne faut pas commencer à se déplacer pour aller faire des examens. Ici, chez nous, bientôt, je crois que ça sera disponible. Je suis sûr que... Bon, vous voyez, moi, je suis jeune, je passe pour l'éducation sanitaire. Ok. Ce sont ses œuvres. Il ne faut pas que je puisse tout dire sur le plateau. Ouais. Je suis passé par Mwangeji. Quand je vous parle du docteur Edith Younds, c'est quelqu'un... On ne l'a pas pris ailleurs. C'est quelqu'un qui est d'ici. Il forme les gens ici. On fait venir les gens de Kinshasa, les gens de partout pour venir ici, former les gens d'ici et faire les examens ici. Avoir la bonne santé, ce n'est pas seulement aller ailleurs. C'est avoir confiance à la personne qui vous traite. Oui, c'est ça. Voilà. Je vous donne encore un exemple. Il y a une personne qui souffrait beaucoup. Mais on regarde la personne, a beaucoup de plaintes parce qu'il a beaucoup d'argent. Et on se dit, mais ce monsieur ici, en tout cas, il veut jouer de nous.
Un de mes collègues lui a appelé, papa, en tout cas, le produit que je viens de te donner, en tout cas, ça c'est le top. C'est autre chose. Madame, on lui a donné quoi? La paracétamol. Prends 2 matins, 2 soirs pendant 5 jours. Le monsieur était venu et par surprise avec des cadeaux. En tout cas, vous m'avez guéri, vous m'avez sauvé la vie. Et le monsieur n'était pas au courant que c'était la paracétamol? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il faut faire confiance aux gens qui sont ici. Je crois que c'est ça l'intérêt de ce que Maman Fifi fait. Il veut valoriser les jeunes que nous sommes. Vraiment. En tout cas, je lui félicite pour ça. Et je vous félicite aussi pour ce sujet délicat. C'est bien vraiment de commencer à recevoir des jeunes. Donc, la force de la province, c'est dans la jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous sommes en train de chuter. Nous sommes déjà en train de chuter avec notre émission du jour. Monsieur Marc, nous voulons un peu, vous en tant que jeune, vous avez vos projets, essayez un peu de donner du courage à un jeune qui est en train de nous suivre, qui ignore encore, qui bafoue encore notre émission. Il te dit, bon, dès qu'on a l'anda, mambo, il est ma examen pour faire un mariage, ça nous aide à quoi? Donc, on va ressaisir encore avant de clôturer avec notre émission. En tout cas, merci beaucoup à tous les jeunes qui me suivent. Je suis étudiant. Je sais comment est-ce que les jeunes sont ignorants. On ne refuse pas de rêver. Le rêve est gratuit. Le rêve, donc on ne peut pas vous refuser. Quand vous projetez certaines choses, pensez à vous-même. Ne pensez pas, aujourd'hui, je suis avec vous. Demain, je ne serai pas là. C'est à cause de cette émission qu'on parvient quand même à atteindre beaucoup de gens. Certainement, après l'émission, beaucoup de gens vont appeler. C'est la conscience. Il faut vraiment éveiller notre conscience. Si vous refusez, vous pouvez refuser en groupe. Mais lorsque vous êtes seul, votre conscience... On ne trompe pas la conscience. En tout cas, on ne peut pas tromper. Les baoufouez, rien. Mais prenez le temps de tout comprendre. Prenez le temps de savoir. Vous savez, avec les émissions de santé, par moment, ça se passe à 16h, 17h, au moment où les gens sont un peu fatigués. Moi, je crois que c'est mieux de commencer à passer ça le matin. À 7h, 8h, quand nous sommes dans des taxis. À Mani, je suis tous les jours quand je suis dans un taxi. Mais par moment, c'est toujours la musique. Donc, il faut vraiment chercher à avoir un temps. Ce sont des messages qui sont bénéfiques. Moi, j'avais entendu parler de cette émission. C'est pourquoi j'avais fait des moments pour arriver aussi à parler. C'était à bord d'un taxi. Vous voyez. En tout cas, prenez le temps de commencer à suivre cette émission. Ça nous édifie, ça nous éduque. Et même nous qui sommes personnels soignants, on ne maîtrise pas tout. C'est ça. Moi, mon domaine, c'est le laboratoire. Je suis vraiment focalisé là-dedans. Mais il y a d'autres matières que moi, je ne maîtrise pas. Je peux être à la maison, mais je peux suivre l'émission. Donc, soyez là. S'il y a des gens qui peuvent avoir aussi des sujets pareils, vous pouvez venir, on peut être là pour débattre. Prochainement, j'aimerais assez que vous puissiez aussi inviter quelques personnes qui sont ignorants. Comme ça, qui peuvent avoir d'autres questions qu'on peut débattre sur le plateau pour édifier certaines personnes qui n'auront peut-être pas le temps d'arriver ici. Voilà, vous pouvez en passant laisser votre numéro. Les gens qui sont intéressés peuvent vous contacter facilement. Mon numéro, c'est 097 00 199 05. Vous pouvez répéter? 097 00 199 05. Pour la santé, nous sommes disponibles 24h sur 24. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, lui, c'est M. Marc Chimba, il est laborantin. Il nous a parlé aujourd'hui de l'intérêt des examens prénuptiaux. Donc, il a expliqué pourquoi est-ce qu'on doit se faire dépister avant de nous engager, avant d'être en relation avec une personne, pour éviter les pires à l'avenir, à la langue. On a beba mimba, on a zala, et demain, que l'enfant là commence à te faire souffrir. Donc, avant toute chose, essayons vraiment de nous faire dépister. Il a donné son numéro. N'hésitez pas de l'appeler si vous avez encore d'autres questions. Vous pouvez l'appeler. Si vous n'avez pas bien compris le numéro, priez de contacter juste le numéro qui est juste affiché à vos écrans. Donc, appelez-lui, appelez-nous et on va vous mettre en contact avec lui. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Amani Santé de ces jours, Monsieur Marc Chimba, je vais encore l'inviter prochainement. Il
restera encore avec nous. Il va nous parler d'un très bon sujet encore, comme il vient de le faire aujourd'hui. Voilà, je tiens à dire merci à Garcia Kiapi pour la réalisation. Merci à Gailou Bamba pour la programmation. Michael Mouba, merci aussi. Joël Ndala et Thomas Mfouana. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve encore prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.